Bonjour à tous, on se retrouve même jour, même lieu, pas tout à fait la même heure, mais pour la suite, voilà, je vous l'ai dit, c'est très très mal cadré, mon truc, il est toujours de travers, je sais pas comment je fais mon compte. Voilà, je vous avais dit que j'allais profiter du fait que j'étais coincée à la maison toute la journée pour, voilà, pour vous faire les deux vidéos en suivant. Voilà, donc quelques petits trucs à régler avec les enfants parce que pendant que je faisais ma vidéo, la précédente vidéo, j'en avais un qui attendait derrière la porte. Je dis, qu'est-ce voilà, il y a toujours quelque chose. Mon mari m'envoie un message, il me dit faut qu'il se repose aujourd'hui. Bah, ouais, enfin, ils sont déjà prêts à aller à la piscine et au cinéma. Alors tu sais, je vais se reposer. Voici fou ce qu'ils sont. Enfin, je sais pas, voilà. Quand ils sont malades, ça dure une journée ou deux maxi. Voilà, ils sont un peu éteints. Et puis après, c'est badaboum. Bon, après, c'est vrai que ça faisait vraiment trop tôt pour les remettre à l'école. Mais par contre, ça m'énerve. J'ai vraiment l'impression que le truc est de travers. Voilà, je préfère comme ça. Voilà, ça va aller mieux. C'est pour, voilà. Donc, et c'est vrai, moi, par contre, je me rends compte que je m'embrouille les mots. Là, je suis vraiment crevée. Donc, je vous avais dit, hein, en plus, j'avais inversé deux SP que je devais faire, qui sont Iron Widow et Tohubohu chez les quinquagénaires. Donc là, il va falloir que je le speed pour lire Tohubohu chez les quinquagénaires et puis faire la chronique. D'autant que dans la journée, j'ai pas trop le temps de lire, surtout là avec les enfants. Donc, voilà, enfin, je speed un peu. Donc, bah voilà, donc j'ai toujours pas commencé puisque c'est là. Je continue directement par rapport à la précédente vidéo. On avait fini sur Ereb de Rosen Iliano, qui est une de mes dernières lectures. Voilà. Alors là, par contre, mon avant-dernière lecture, voilà, c'est La bibliothèque de minuit de Matt Haig aux éditions Mazarine. Alors j'avais lu, bon, j'avais vu pas mal passer sur Instagram ce livre. Alors des fois je lisais les critiques, au bout du moment arrête de lire les critiques parce que voilà, il faudra que tu te fasses ta propre idée. J'aime pas trop lire, surtout quand je sais que je vais lire le livre bientôt. J'évite de lire les critiques parce qu'après on se fait de fausses idées et tout. Mais le peu que j'avais lu des choses plutôt positives. J'ai juste entendu une critique qui n'avait pas été bonne du tout, quelqu'un qui n'avait pas du tout aimé le livre. Bon, je me suis dit, je vais voir. Et en fait, moi, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je trouve que c'est vraiment une lecture anti-déprime. Donc, Dieu seul sait si on en a besoin en ce moment, en plus des lectures comme ça. C'est vraiment une lecture anti-déprime. Voilà, ça vous pose des questions sur votre vie aussi à vous, sur notre propre vie, nos choix de vie. Mais voilà, c'est fait avec un ton, l'auteur a un ton très, très doux, très tolérant, très bienveillant et pardon. Donc c'est vraiment super agréable. En fait, on va suivre Nora, qui a quoi, 35 ans. Donc Nora est une femme qui a beaucoup de regrets. On voit dès les premières pages. En fait, ça commence un peu. Je crois que au début, c'est marqué le dernier jour avant que Nora décide de quitter ce monde. Après, on voit J-8 avant que Nora décide. Enfin, je ne sais plus comment c'est dit exactement, mais c'est ça, J-8, J-. En fait, on va la suivre sur cette journée. On va voir tous les regrets qu'elle a accumulés arrivée à 35 ans. Elle a énormément de regrets. Alors c'est pareil, je l'ai chroniqué sur Instagram et sur Facebook, donc c'est Caro Magic Books. De toute façon, je vous remettrai les liens de mon Insta et de mon Facebook. Elle a, voilà, c'est une personne qui a énormément de regrets. Elle a fait beaucoup de natation avec son père qui était son coach sportif, enfin son coach. Elle était très bonne en natation. Elle a voulu arrêter. Enfin, en fait, l'histoire commence même pas comme ça. On la voit enfant avec la bibliothécaire de son école ou la bibliothécaire de la ville, je sais plus. Enfin, la bibliothèque est pour elle un lieu de refuge. Enfin, vous voyez, en tant que bibliothécaire, moi évidemment, ça me parle. C'est un refuge pour elle. Elle s'entend très bien que la bibliothécaire où elle va, qui va devoir lui annoncer d'ailleurs une terrible nouvelle. Et voilà, et on la retrouve à l'âge de 35 ans, et on va la suivre sur une journée avant qu'elle ne décide effectivement enfin, qu'elle en a marre de cette vie. Et puis donc on voit ses regrets, donc elle se demande si elle n'aurait pas dû continuer la natation voilà, peut-être qu'elle aurait pu être championne de natation. Elle s'en veut elle rencontre un ancien copain, elle est en froid avec son frère, elle rencontre un ancien copain de son frère.
Il lui en veut aussi parce qu'ils avaient un groupe de musique et apparemment qui aurait pu... ils avaient été démarchés par quelqu'un, par un producteur. Ils auraient peut-être pu aussi réussir dans la musique grâce à elle puisque c'est elle qui écrivait les chansons et qui chantait. Elle a arrêté ça aussi. Elle aurait voulu aller à l'université, elle a arrêté. Bon, elle a arrêté aussi pour des raisons personnelles, voilà, par rapport à sa famille. Elle aurait voulu être glaciologue, aller faire des recherches sur les glaces. Elle aurait voulu voilà, aider la planète, c'est-à-dire se lancer voilà, dans l'aide aux animaux, à la planète. Voilà, elle a un côté écologique, voilà, assez développé. Et elle se dit, je ne l'ai pas développé non plus, ce côté-là, j'aurais pu faire autre chose. Et puis cette journée, c'est vraiment une journée de merde. Comme on en a rarement vu, comme on en a déjà vu, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu vraiment la journée de merde. C'est-à-dire qu'elle perd son boulot, elle perd son chat, elle donne des cours de piano. Oui, c'est ça en plus. Elle aurait pu aussi être ouais, voilà, donc elle était une musicienne. Elle perd le seul élève qu'elle a. Enfin, il meurt pas, hein, je vous rassure. C'est juste que voilà, sa mère décide d'arrêter les cours de piano parce qu'elle était en retard. Enfin, bon, c'est vraiment la journée de merde par excellence. Et puis, bon, elle décide voilà, elle revoit le copain de son frère qui lui dit ouais, à cause de toi, en gros, on n'a rien pu faire de nos vies. Voilà. Donc, voilà, en plein comme ça, bouffée de regrets et de remords, voilà, elle dit j'en ai marre, je vais en finir. Et puis, elle se retrouve en pleine nuit dans la bibliothèque, dans ce qu'on appelle la bibliothèque de minuit. Et où elle va retrouver sa chère bibliothécaire. Et elle va surtout se retrouver dans une immense bibliothèque avec des livres verts. Ils sont tous verts, je ne sais pas pourquoi, ils ont tous une couverture verte. Et la bibliothécaire va lui expliquer qu'elle peut choisir de vivre d'autres vies. Donc on va suivre Nora comme ça sur différentes vies qu'elle va se choisir. Voilà, comme ça elle peut revenir sur ses regrets, hein, parce qu'elle ouvre aussi son livre des regrets, mais c'est un moment très dur quand je pense que si on faisait tous la somme de nos regrets, on aurait du mal aussi à supporter de lire tous ces regrets. C'est très dur, c'est une remise en question. Je sais que certains ont critiqué l'aspect un peu développement personnel du livre. Je n'ai pas trouvé vraiment que ça parlait de développement personnel, ça pose juste des interrogations sur notre vie, parce qu'on a tous des regrets évidemment. On se dit tous à un moment, et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui serait passé? Si j'avais continué ça, qu'est-ce qui serait passé? Et si j'avais fait autrement à ce moment-là avec cette personne, et à ce moment-là, comment les choses auraient-elles tourné? Voilà, est-ce que si on pouvait revenir en arrière ou se choisir une autre vie, est-ce qu'on le ferait? Est-ce qu'on est... Voilà. Là, Nora elle a la possibilité d'essayer sans être obligée de rester dans cette vie. Donc, vous imaginez le rêve. Je veux dire, c'est quelque part, on aurait tous envie de faire ça, de voir ce qu'aurait pu donner une autre vie. Même si on n'a pas de regrets sur nos choix et nos vies, même si, je veux dire, enfin, pour moi, je me dis, voilà, il y a peut-être des choses que tu aurais voulu faire autrement, mais ça t'a aussi amené là, ça t'a aussi amené à rencontrer certaines personnes. Et il y a des personnes que, voilà, il y a, ne serait-ce que les enfants. Voilà, si j'avais fait d'autres choix, j'aurais peut-être pas mes enfants. Donc voilà, c'est des choses très, très complexes, très compliquées. Ça vous remet face à votre propre vie. Et oui, il y a peut-être des choses que vous auriez voulu faire différemment, mais quel futur ça vous aurait apporté? La grande question, the big question. Donc j'ai trouvé que c'était un livre vraiment très agréable parce qu'on suit Nora dans ses différentes vies. Donc ça se lit très bien. Je vous dis, donc elle se rend compte de certaines choses, hein, elle assume ses vies, mais en même temps elle se rend compte de certaines choses, notamment qu'elle veut vivre, mais elle ne sait pas quel trou quelle vie choisir, parce qu'évidemment aucune vie n'est parfaite, aucune vie n'est complètement heureuse, n'est complètement parfaite. Donc voilà, elle se rend compte de tout ça, et voilà, ça nous renvoie un peu à nos propres vies, à nos propres questionnements. Et c'est toujours fait avec beaucoup, je trouve, de bienveillance, il y a un petit côté nostalgique aussi, voilà, sur notre enfance, notre adolescence. Il y a beaucoup de tolérance dans ce livre, et vraiment j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment, je vous dis, pour moi c'est vraiment une lecture, c'est ce que j'avais noté dans ma chronique, mais c'est vraiment une lecture anti-déprime, voilà, vraiment à découvrir. J'avais un petit peu peur parce que voilà, c'est le livre dont on a beaucoup parlé pendant un moment. Et en fait, vraiment, j'ai vraiment été agréablement surprise par ma lecture. C'est vraiment un livre doudou, je dirais presque.
Donc voilà, je vous le conseille, c'est vraiment, vraiment un très beau livre. Sinon, j'avais fini aussi, bon, je vous avais dit Iron Widow, mais comme c'est encore un peu tout frais dans ma tête, et je vous avais dit, c'est un monde très complexe, Iron Widow. C'est un livre que j'ai adoré, qui est, je crois que j'en ai jamais lu des livres comme ça. Enfin, je vois pas trop de négatif à dire. Si, allez, pour embêter le monde, je dirais que par moment, il y a peut-être trop de batailles, et c'est peut-être un petit peu long, mais c'est vraiment pour dire quelque chose de mes. J'ai que du positif sur ce livre, quoi. C'est vraiment, mais je vais attendre que ce soit un petit peu plus clair dans ma tête, parce que c'est un monde très complexe. Donc, mais un très bon livre. Et sinon, je me suis rendu compte, j'avais oublié de vous parler dans mes coups de cœur 2021 des enfants de la Pouillerie, de Jean-Marc Caron, qui, je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier d'ailleurs, mais ça m'est revenu, parce que ce livre m'a vraiment, vraiment marqué. J'ai voulu relire le résumé. Les enfants de la Pouillerie sont en quelque sorte la prose plus moderne et tangible des Misérables d'Hugo. Ils sont non seulement le reflet de l'après-guerre, du désastre, du chaos et de la peur ambiante, mais aussi de l'amitié et du courage. C'est mélancolique comme Balzac, c'est froid comme Zola. C'est à n'en pas douter le récit de jeunes dont le destin s'enchevêtre à celui d'Aubervilliers, la toute noirceur de Paris, pourtant ville lumière. Ces tranches de vie transportent le lecteur jusque dans le plus creux de la misère. Non pas dans le sens le plus commun, mais dans le sens le plus inopiné, spontané, vivant. C'est en soi une réalisation de ce que c'est, sans vulgarité, dit fioriture. La pauvreté est un fait accompli, mais ici elle est à la fois tangible et subtile. On en ressort bouleversé, les ombrelles s'envolent tandis que les murs se construisent puis s'effondrent. C'est ici l'Aubervilliers de Jacques Prévert, celui des gentils enfants d'Aubervilliers. L'histoire s'est fait connaître et maintenant elle a un nom. Donc ça c'est de Jean-Marc Caron, c'est aux éditions La Coursière et c'est une pépite. J'ai vraiment adoré ce livre, je l'ai lu en août dernier, ça a été un véritable coup de cœur. En fait, c'est vraiment l'auteur, en fait, c'est quasi autobiographique, hein. L'auteur parle de sa vie, donc dans la cité d'Aubervilliers. C'était le début de ces grandes cités, vous voyez, ces grandes tours, voilà, c'était le tout début, ces tours, voilà, sans vie, sans âme, sans, voilà, où voilà, toute moche, où peu à peu va s'installer ouais, une pauvreté. Alors l'auteur ne vit pas dans un milieu, voilà, il vit dans un milieu ouvrier, je ne sais plus ce que font ses parents, mais voilà, je ne sais plus si sa mère travaille, son père travaille, ou tous les deux, je ne sais plus. En tout cas, voilà, lui, il n'a pas une vie trop malheureuse, euh, si ce n'est qu'il y a un moment qui est quand même très dur dans le livre, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Voilà, je préfère vous le laisser découvrir. Il a aussi, je veux dire, il a aussi ses cicatrices, l'auteur, clairement. Euh, il a quitté d'ailleurs la cité d'Aubervilliers. Il vit dans, je sais plus où il vit, mais il vit, voilà, à la campagne. Il vit, je crois qu'il le dit à la fin. Il s'est vraiment retiré de. Je crois qu'il est parti en Dordogne. À la fin, il dit qu'il part en Dordogne. Alors, je ne sais pas s'il y est encore. Je ne sais pas s'il y a encore, mais bon voilà, si vous suivez sur les réseaux sociaux, hein, Jean-Marc Caron, vous allez voir, enfin il vit vraiment à la campagne, quoi. Il a quitté vraiment la cité d'Aubervilliers. Donc c'est vraiment ouais, c'est vraiment les quartiers, voilà, très populaires, mais qui commencent à s'appauvrir. Lui se plaint pas parce qu'il va être mis face vraiment à la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a un chemin de fer pas très loin et il y a des bidonvilles qui s'installent avec notamment des immigrés ou des gens, voilà, des marginaux, ou des gens qui sont vraiment, qui sont en dehors de la société et qui se retrouvent là. Il y a des enfants, il y a des... Et là, il va vraiment toucher à la grande misère, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien, ils n'ont vraiment rien, ils vivent dans des, voilà, des bidonvilles, hein, c'est-à-dire des morceaux de tôle, un drap, enfin voilà, c'est vraiment la pauvreté. Mais c'est fait, voilà, c'est fait sans pathos, c'est fait sans, c'est pas là pour vous arracher des larmes ou vous faire vous apitoyer. Voilà, c'est une description de sa jeunesse, son enfance et de sa jeunesse là-bas. Et voilà, il décrit aussi, mais il décrit aussi des moments très très beaux, très poétiques. Il nous montre des personnages, bon, un personnage en particulier qui est voilà, enfin, horrible. Mais sinon, et on parle surtout de. Il nous fait découvrir ses copains. Il nous fait découvrir. Faut savoir qu'à Aubervilliers, il y avait des prêtres aussi. Alors c'était, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais c'était des prêtres qui étaient vraiment au plus près des gens. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans une pièce.
Voilà, leur porte était... Non, enfin, ils avaient deux pièces, une pour la chambre et une, voilà, une pièce. Leur porte était toujours ouverte. Jamais fermé leur porte, n'importe qui aurait pu rentrer. En même temps, il n'y a rien à voler, ils n'avaient rien. À part un lit, des draps et un peu d'affaires de rechange, ils n'avaient rien. Leur porte était toujours ouverte, que ce soit pour les miséreux, que ce soit pour donc le narrateur et ses amis qui venaient régulièrement voir ces prêtres, dont un en particulier, mais je n'ai pas retrouvé son nom, dont un en particulier qui va leur faire découvrir d'ailleurs une autre vie. Ce prêtre les emmène aussi voilà, près des miséreux qui vivent près du chemin de fer. Ils font des... Comment ils font pas des rafles, mais voilà, ils vont voir d'autres gens pour leur demander de donner des couvertures, de la nourriture pour ces gens qui n'ont vraiment rien. Donc voilà, ils les emmènent là. Mais je vous dis, c'est toujours fait... Il y a extrêmement de nostalgie et de douceur et de... Avec un brin de regret, je dirais, évidemment de réalisme, puisque c'est aussi la vie de l'auteur, mais voilà, je vous dis, il n'est pas là pour vous arracher des larmes ou plonger dans le pathos. C'est vraiment, vous découvrez vraiment la vie dans les cités, c'est l'après-guerre. Alors, la date exactement, c'est marqué 1970, mais ouais, c'est pas marqué la date à laquelle ça commence. Enfin, ça doit être marqué quelque part, mais je ne sais plus où. Et puis, bon, donc vous avez ces prêtres qui sont des gens quand même formidables. Alors, ils s'habillent comme tout le monde, si ce n'est qu'ils ont je ne retrouve plus le nom de ce qu'ils portent là pour montrer qu'ils sont des prêtres. Mais je veux dire, bon, ils font des messes, hein, évidemment. Mais voilà, ce sont des gens comme tout le monde. Ils ont très peu de choses à eux et ils donnent. Voilà, ils font que donner. Et ce prêtre, elle les emmène parce qu'il y a quand même une communauté bretonne assez importante sur Paris. Donc il les emmène voir un chanteur breton qui était... Bon, moi, j'ai pas retenu son nom parce que je ne le connaissais pas. C'est pareil, j'avais fait une chronique hein, sur ce roman. Et on pourrait la retrouver sur Facebook. Et il avait... Et c'était un grand poète breton. Et une fois, le prêtre les emmène à Paris. Enfin, ils sont à Paris, mais ils emmènent un peu plus loin dans Paris pour qu'ils puissent écouter ce prêtre. À écouter ce chanteur breton, ce poète breton. Donc là, encore une fois, le narrateur découvre un autre monde. Le prêtre est très ami en plus, hein, puisqu'il est aussi breton d'origine, donc il est très ami avec ce poète breton. Donc il découvre tout à fait autre chose. Ce prêtre est aussi celui qui va les emmener pour la première fois en vacances. Alors c'est assez incroyable parce qu'ils partent en vacances en sport d'hiver, mais alors ils ont rien, je veux dire, pour partir. Ils rafistolent une camionnette, enfin c'est brinque-balance. On se demande comment ils font pour arriver entiers au petit chalet où ils sont. Le petit chalet où ils arrivent, il fait froid, rien n'est aéré, il y a rien pour chauffer. Enfin, c'est vraiment dans des conditions, mais l'auteur jamais ne se plaint parce qu'il va passer un moment mais extraordinaire là-bas, un des meilleurs moments, peut-être le meilleur moment de sa vie, parce qu'il est avec ses potes, il est avec ce prêtre, et voilà, ils vont visiter la campagne, il y a l'un d'eux qui va d'ailleurs aussi flirter avec une des serveuses d'un restaurant qui se trouve dans le village un peu plus loin. Enfin, c'est que des bons moments, c'est que du bonheur. Et voilà, et tout ça grâce à ce prêtre. Alors, je trouve que c'est des gens merveilleux. On a tendance, voilà, maintenant, c'est vrai qu'il y a une scission entre les gens et les prêtres, je crois. Il y a quelque chose, il y a un abîme qui s'est creusé. Là, c'est pas du tout le cas. C'était des gens qui étaient vraiment proches des gens qui habitaient Aubervilliers. Et voilà, je dis, leur porte était... Qui laisserait sa porte ouverte? Je veux dire, qui laisserait sa porte ouverte maintenant, ou même à cette époque-là, qui auraient, et eux, laissé leur porte ouverte. Comme ça, à tout moment, n'importe qui pouvait venir les voir et discuter avec eux. Et voilà, il va leur faire découvrir un autre monde en les emmenant voir ce poète breton et en les emmenant en vacances. Je crois qu'il les réemmène encore une autre fois. Enfin, vraiment, c'est vraiment... Il y a des passages durs, mais il y a vraiment des moments extraordinaires. Et je vous dis, jamais l'auteur se plaint. Il raconte, voilà, il raconte sa vie au sein de la Pouillerie et ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Et vraiment les moments extraordinaires. Donc, je veux dire, donc on se rend compte que même des choses les plus dures, les plus tristes, les plus miséreuses, on peut quand même sortir quelque chose de beau et d'extraordinaire. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans ce roman. Voilà, c'est une perle, c'est une pépite, c'est voilà, un éclat de lumière dans quelque chose de sombre. C'est vraiment un très très beau roman.
Et franchement, voilà, moi, j'étais pas trop, parce que je me suis dit, c'est de la littérature blanche, je me suis dit, ouais, peut-être pas trop mon truc. Ça raconte la Pouillerie dans bon, l'après-guerre, bof. Et franchement, mais j'ai eu un véritable coup. Et j'ai de plus en plus rire parce que comme je lis beaucoup et depuis des années, voilà, j'ai des livres que j'ai adorés, mais c'est pas des coups de cœur parce que j'ai du mal à être encore surprise. C'est tout le problème. Et là, vraiment, mais ce livre, il est tout simplement magnifique parce qu'il est, voilà, il est plein de. Je vous dis, c'est un éclat de lumière dans un monde sombre et c'est vraiment un livre magnifique. Donc j'espère que l'auteur écrira d'autres livres. Voilà, et enfin, en tout cas, je lui fais une bonne continuation et voilà, j'espère qu'il pourra continuer dans cette voie. Et je vous conseille fortement voilà, les enfants de la Pouillerie, donc aux éditions La Coursière. Donc vous pouvez le trouver soit sur le site des éditions La Coursière, dans les librairies, même sur les sites de la FNAC, Cultura, voilà, vous pouvez le trouver facilement. Voilà. Je voulais vous en parler parce que c'est vraiment été c'est peut-être mon plus gros coup de cœur de l'année 2021. Je me demande. C'est difficile à dire. Il faut peut-être avoir un petit peu plus de recul. Mais voilà, un livre, une pépite, un livre magnifique. Voilà. Je voulais vraiment vous en parler parce que ça aurait été dommage de ne pas le faire. Ensuite, je vous avais dit que je vous ferais peut-être un petit book haul sur les derniers livres que j'ai reçus. Parce que ouais, là, update, c'est un peu compliqué. Donc, des éditions des nouveaux auteurs, j'avais reçu Immersion. Donc, je m'étais rendu compte en recevant le livre que, évidemment, il y avait un tome 1. Et je pense que là, pour le coup, il faut vraiment lire le tome 1 avant de lire le tome 2. Le tome 1 s'appelle Feuille, tout simplement. On le voit à la fin. Bon, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce que les couvertures sont en noir et blanc. Voilà. Donc c'est de Michael Fenris et c'est aux éditions Nouveaux Auteurs 2. Parce qu'au départ, les Nouveaux Auteurs, c'était une maison d'édition qui éditait le premier roman d'un auteur qui était sélectionné par un jury. Je crois que c'est en collaboration avec le magazine Elle d'ailleurs. Et là, c'est les Nouveaux Auteurs 2, c'est-à-dire qu'ils éditent les autres romans de ces auteurs. Donc, par exemple, moi j'ai rencontré Jacques Saucé donc au Salon du Polar de Lens et il y a un de ses livres qui a été repris par les Nouveaux Auteurs 2, alors qu'il avait été édité déjà une première fois. Donc c'est bien qu'il continue parce que je trouve que moi j'en avais déjà lu de leur maison d'édition il y a plusieurs années, enfin les Nouveaux Auteurs, la première vague, et je trouvais qu'ils avaient vraiment de très bons livres et je trouve ça bien qu'ils continuent, voilà, qu'ils continuent à éditer ces auteurs, qui les lâchent pas dans la nature sans rien et qui leur permettent d'écrire d'autres romans. Donc là, Immersion, c'est personne n'y croit, mais Jedediah Lafkin en est convaincu. Sa ville natale, Hope Falls, a bien été détruite par une tempête de feuilles. Voilà, donc c'est pour ça, voilà, le tome 1, je pense que c'est ce qui se passe. Les esprits de la nature ont puni ceux qui ne la respectaient pas. Depuis, Jedediah n'est plus que l'ombre de lui-même. Interné contre son gré dans un hôpital psychiatrique, gavé de médicaments destinés à lui faire perdre la mémoire, il ne se souvient plus de son identité. C'est alors qu'il reçoit un mot d'un mystérieux groupe écologiste militant. Jed comprend que le cauchemar recommence, cette fois à bien plus grande échelle. Il doit quitter l'hôpital coûte que coûte et affronter la pire de ses terreurs, la feuille d'érable rouge et tout ce qu'elle représente. Donc je pense que ça se situe aux États-Unis. C'est c'est le dernier thriller de Michael Fenris. J'ai beaucoup entendu parler de cet auteur, mais je n'ai jamais lu non plus. Et il met ça généraliste, et il écrit en plus. D'accord. Passionné de littérature américaine, donc je pense qu'effectivement, vu les noms, de toute façon, Hope Falls et tout, c'est vraiment aux États-Unis ou au Canada. D'ailleurs, j'ai toujours dit États-Unis, ça pourrait très bien être le Canada. Donc voilà, mais bon, j'attends de recevoir le tome 1 parce que là, pour le coup, des fois, ça peut. Voilà, il y a des livres comme celui-ci, je pense que ça peut se lire indépendamment. Là, je pense que pour le coup, si je ne voulais pas vous spoiler, il vaut mieux lire le tome 1 avant. Donc là, c'est les éditions Hugo Thriller qui m'ont envoyé L'île des damnés de Angelina Delcroix. Donc en fait, on va retrouver un personnage récurrent, enfin une équipe d'ailleurs de policiers récurrente, pardon. Ça doit être le troisième c'est le troisième ou le quatrième. Là, j'ai commandé, je sais plus lesquels, hein, j'ai déjà dit la dernière fois, mais parce qu'en plus ils sont plus édités, les deux premiers. Donc c'est en occasion, donc faut trouver l'occasion d'acheter l'occasion. Voilà, et donc là ça doit être le troisième. Voilà, donc Angelina Delcroix, ils ont sorti 2 livres d'elle en même temps, Hugo Thriller. Ils ont sorti celui-ci, L'île des damnés, et Synopsis.
c'est 6 à la fin, c'est pas synopsis, c'est synopsis. Voilà, donc là, un aller pour l'enfer sans promesse de retour. Je vais vous lire le résumé, enfin, super kiffant. Hein. Je veux dire, là, j'aurais très envie de le lire. Alors que la question de la surpopulation carcérale fait débat depuis trop longtemps en France, le gouvernement élabore un projet secret. Proposer l'exil aux pires criminels, ceux dont les degrés de dangerosité et de psychopathie ont été jugés irréversibles par les psychiatres. En contrepartie, l'existence de ces détenus sera rayée de la carte pour que leur identité ne s'inscrive pas dans la mémoire collective. Wow, c'est déjà assez fort. L'endroit pour les accueillir, une île hostile et abandonnée où trône un ancien hôpital psychiatrique. Voilà, dans une ambiance déjà. Les règles sur place, celles des criminels eux-mêmes. On n'ose pas imaginer ce que ça va donner. Les chances de quitter cette île un jour, nulles. Chloé, psychocriminologue venue sur l'île sous couverture pour mener une étude, et Rod, l'agent chargé de la protéger, ne donne plus signe de vie. Pour espérer les sauver, l'adjudant Joy Morel et son collègue Hoche doivent à leur tour intégrer cette communauté infernale. Oui, donc c'est ça. Donc on retrouve ces personnages dans d'autres romans. Joy Morel et... Alors après avoir obtenu une licence de génétique, Angelina Delcroix intègre l'école de gendarmerie avant de se former à la criminologie et à la psychothérapie. Depuis le succès de ses premiers romans, ne la réveillez pas. Alors ça doit être Si je serais grande et un peu beaucoup jusqu'à la mort, où on retrouve le personnage de Joy Morel, et Synopsis qui vient de sortir aussi chez Hugo Thriller. C'est marrant parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de thrillers, de romans policiers qui sont écrits par des gens. Vous voyez, là, elle a fait l'école de gendarmerie. Des études de criminologie, de psychothérapie, ce sont des gens qui sont issus souvent des milieux effectivement militaires ou de, je vais dire la gendarmerie, mais la gendarmerie c'est militaire, ou de la police. Je trouve qu'on a de plus en plus d'auteurs, voilà, quelque part c'est bien parce que je me dis ils savent de quoi ils parlent et en tout cas ils ont des collègues aussi qui peuvent voilà, s'ils ont besoin d'informations, ils peuvent aussi se référer à des collègues, leur demander... Je trouve qu'il y a de plus en plus de... Et je trouve ça pas mal quand même, parce que je trouve que l'immersion dans le roman, et bon, je dis pas ceux qui n'ont pas fait police ou gendarmerie sont des écrivains de thrillers nuls, mais je trouve ça pas mal en fait qu'on ait des gens qui sont déjà dans le milieu. J'ai lu Florent Marotta il n'y a pas très longtemps, qui a été pour Voyage jusqu'au bout de l'enfer. Alors je crois qu'il a été parachutiste et après il a été au PJ. Donc, et je pense que ça se sent quand on lit le roman. Après, je veux dire, Franck Tillier n'a jamais été policier, pourtant c'est... Mais il le dit lui-même, hein, il va consulter de nombreux spécialistes quand il écrit ses romans. Donc, je veux dire, c'est pas un hasard non plus. Hein, ce sont des gens ceux qui voilà, qui ne sont pas dans le milieu. Je veux dire, voilà, enfin, ils le notent souvent en remerciement. Je remercie un tel, un tel. On voit qu'ils vont interroger, qu'ils vont poser des questions, interroger. On retrouve le côté policier là, je lis trop de thrillers. Qu'ils vont poser des questions aux gens qui sont vraiment dans le milieu. Et je trouve ça bien parce que je trouve que on a une meilleure immersion dans le milieu dans le livre en fait. Donc là c'est pareil, Ghislain Gilberti, il a été militaire. Alors ça c'est son tout nouveau roman, L'Évangile de la colère, je dis pas de bêtises. Alors c'est pareil, le résumé est l'enfer. Au commencement, il y eut un enfant, le petit Gabin Schwartz, 6 ans, son corps retrouvé en pleine forêt exsangue. Puis ce fut un agriculteur, enterré vivant, son index désignant le ciel, puis un antiquaire, écrasé sous son stock. Sale baptême du feu pour Seth Cole, le chef du groupe chargé de l'enquête à la brigade criminelle du SRPJ de Versailles. Comment avancer quand rien ne relie les victimes entre elles? Alors que les corps s'accumulent, un lien se dessine enfin, inattendu, fragile et incomplet. Le tueur pourrait bien s'inspirer des danses macabres, ces fresques que l'on retrouve dans les vieilles églises ou dans les bibliothèques des collectionneurs. Mais chaque série de tableaux est différente. Laquelle est la bonne? Le temps presse et Seth Cole est assailli par ses propres démons qui l'invitent eux aussi à quelques pas de danse avec la mort. Alors, Ghislain Gilberti, je vois que c'est un auteur que moi je ne connaissais pas, j'ai pas encore lu... Bon, je l'avais rencontré lors du salon du polar de Lens, j'ai fait dédicacer, pas celui-ci, mais un autre roman, je ne connais pas, donc j'ai hâte aussi de me plonger, là c'est un one-shot, de me plonger aussi dans son roman, parce que ça a l'air assez costaud aussi, et les résumés, mais alors me tentent à fond, quoi. Donc voilà, hâte aussi de le découvrir.
Voilà, donc j'ai plein de bonnes lectures en perspective. Il faudra aussi, je vais pas avoir le temps de faire, j'ai encore un petit book call aussi à faire. Bon, je pense que ce sera lors d'une prochaine vidéo. J'aurai à vous parler aussi de, voilà, de Iron Widow. De mettre tout ça au clair dans ma tête parce que je vous jure qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Iron Widow. Cette lecture, elle m'a décoiffée. Voilà, donc bah, sinon j'espère que voilà que tout va bien de votre côté, que vous vous portez bien, que c'est peut-être les vacances pour vous. Moi je suis en vacances la semaine prochaine, donc enfin nous on est dans la première vague de vacances, donc c'est peut-être pas pour tout de suite pour tout le monde. Donc voilà, donc j'espère que vous vous portez bien et puis en attendant, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire, voilà, s'il y a des livres qui vous tentent, s'il y a des choses qui vous parlent, voilà, si vous avez envie de discuter de certains livres, s'il y en a certains que vous avez déjà lus, voilà, dans les 2 dernières vidéos que j'ai faites. Et puis bah, il ne me reste plus qu'à vous laisser, et puis je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous dis à bientôt. Bye bye.